Mesdames, Messieurs les représentants des médias, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence à cette conférence de presse marquant la fin de ma première visite officielle de 10 jours ici en République centrafricaine. Cette mission s'inscrit dans le cadre du mandat qui m'a été confié par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays et de formuler des recommandations visant à renforcer la protection des populations civiles, l'état de droit, la lutte contre l'impunité. Mon mandat comporte également une importante dimension d'assistance technique et de conseil aux autorités nationales ainsi qu'aux autres parties prenantes. À cet égard, mes échanges au cours de cette visite ont permis d'identifier plusieurs priorités, notamment le renforcement des capacités des institutions des droits de l'homme, l'appui au secteur judiciaire, la protection de l'espace civique, la lutte contre l'impunité, ainsi que l'intégration des droits humains dans les politiques publiques et les réponses sécuritaires. Au cours de cette visite, j'ai rencontré les autorités nationales au plus haut niveau, notamment Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. J'ai également échangé avec les représentants de la MINUSCA, des agences spécialisées des Nations Unies, du corps diplomatique, des organisations de la société civile, des universitaires, des institutions nationales en charge de la question liée aux droits de l'homme, ainsi que d'autres partenaires nationaux et internationaux. Je voudrais ici remercier les autorités centrafricaines pour leur accueil et leur coopération avec mon mandat. Cela dénote de leur volonté à œuvrer à la protection et à la promotion des droits humains. Mesdames, Messieurs, ma visite intervient à un moment important pour la République centrafricaine, marqué à la fois par certaines avancées institutionnelles et par des défis persistants en matière de sécurité et de droits de l'homme. Je souhaite d'abord saluer le déroulement globalement apaisé du processus électoral ayant conduit aux élections présidentielles, législatives, locales de décembre 2025 et avril 2026. Malgré des défis logistiques et sécuritaires assez importants dans certaines régions, ce processus a constitué une étape significative pour la consolidation des institutions démocratiques et de la stabilité du pays. Je prends également note de la nomination du nouveau gouvernement et des efforts annoncés en faveur de la politique et la poursuite des réformes institutionnelles, du renforcement de l'autorité de l'État et de l'amélioration de la gouvernance publique. Toutefois, la consolidation de la paix et de l'état de droit nécessite un renforcement continu des institutions d'appui à la démocratie et des mécanismes nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. À cet égard, il demeure essentiel de garantir l'indépendance, les moyens et la crédibilité de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Ces institutions, comme vous le savez, jouent un rôle central dans la prévention des violations, la promotion de la cohésion sociale et la restauration de la confiance de l'État entre l'État et les citoyens. Elles doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat respectif en toute indépendance et conformément aux normes internationales. Dans le cadre de l'assistance technique associée à mon mandat, j'encourage également les partenaires internationaux à poursuivre leur soutien au renforcement des capacités institutionnelles, techniques et opérationnelles de ces mécanismes nationaux, afin de leur permettre d'exercer efficacement leurs responsabilités sur l'ensemble du territoire national. Je note cependant avec préoccupation quelques difficultés persistantes rencontrées par la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation depuis sa mise en place, notamment des contraintes financières, logistiques
et institutionnelle qui limite sa capacité à mener pleinement son mandat sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais citer un petit exemple, par exemple, le processus actuel de revue de sa loi qui prévoit, outre l'accroissement du nombre de commissaires, soulève la question de son attachement institutionnel avec certains ministères clés, nonobstant la proclamation de son indépendance administrative et de son autonomie financière. Le processus de vérité, de justice et de réparation demeure pourtant indispensable pour répondre aux attentes des victimes et consolider une paix durable, comme envisagé dès le début par le Forum de Bangui de 2015, complété en ce sens par l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Je souhaite également saluer le travail important accompli par la Cour pénale spéciale dans la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. Malgré les défis sécuritaires, financiers et opérationnels auxquels elle continue de faire face, la Cour joue un rôle essentiel dans la consolidation de l'état de droit, la lutte contre les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi que la restauration de la confiance des victimes envers les institutions judiciaires. Une appropriation nationale forte et affirmée se traduit par une volonté conjointe du gouvernement et de la Cour de définir eux-mêmes les orientations et priorités futures de l'institution. Nous appelons la communauté internationale à soutenir résolument cette vision dans le plein respect de l'indépendance de la Cour et de son ancrage national. Il demeure essentiel que la communauté internationale et les autorités nationales continuent de soutenir pleinement son mandat, son indépendance et ses capacités opérationnelles afin qu'elle puisse poursuivre efficacement son travail. Mesdames, Messieurs, malgré ces avancées que j'ai relevées plus haut, la situation des droits de l'homme demeure profondément préoccupante dans certaines régions du pays. Je reste particulièrement préoccupé par la persistance des violences dans certaines préfectures, notamment dans les zones frontalières et les régions affectées par la présence des groupes armés, ainsi que par les opérations sécuritaires menées par différents acteurs armés. Dans les zones frontalières avec le Tchad, notamment dans les régions sous influence de l'UPC, les populations civiles continuent d'être exposées à des actes de violence, d'extorsion, de déplacement forcé et de diverses atteintes aux droits fondamentaux. L'absence de redevabilité pour les auteurs de ces abus contribue aussi à alimenter un climat d'insécurité et de peur au sein des communautés. J'ai été également informé des tensions persistantes liées à la transhumance transfrontalière, lesquelles continuent d'alimenter des affrontements communautaires et intracommunautaires, des violences entre les civils, des déplacements de population, ainsi que des conflits autour de l'accès aux ressources naturelles. Il demeure essentiel de promouvoir des mécanismes inclusifs de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance, impliquant les autorités locales, les communautés concernées, ainsi que les acteurs régionaux. Dans la Vakaba, les conséquences du conflit au Soudan continuent d'avoir de graves répercussions sur les populations civiles vivant dans les zones frontalières. Les informations recueillies font état de violences contre les civils, y compris des violences sexuelles, des actes d'intimidation, des déplacements forcés, ainsi que des tensions accrues autour de la transhumance transfrontalière. Je reste également préoccupé par des informations faisant état d'incursions répétées d'éléments armés et des opérations impliquant des forces soudanaises de réaction rapide et autres personnels de sécurité opérant dans cette région particulièrement fragile. Toutes les parties doivent respecter strictement leurs obligations au regard du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire. À Bossangoa, par exemple, et dans ses environs, j'ai reçu des informations préoccupantes relatives à la présence et aux activités persistantes de groupes armés qui continuent d'exercer des pressions sur les populations civiles, notamment à travers des actes d'intimidation, des restrictions de circulation, des extorsions et d'abus. Il est essentiel que ces groupes soient clairement identifiés et que leurs responsables répondent de leurs actes. Dans la région de l'Équateur,
La situation sécuritaire demeure également préoccupante en raison d'une présence accrue des membres du groupe armé, les 3R, dans certaines zones de la Nana Mambéré et des opérations menées dans certaines localités par les forces armées centrafricaines. Dans ce contexte, il est impératif que toutes les opérations sécuritaires soient conduites dans le strict respect du droit humain et avec une attention particulière à la protection des civils. Dans le Hombomo, y compris à Obo, et dans les localités environnantes, je demeure aussi préoccupé par les informations relatives aux activités du groupe armé à Zandé-Anipibé, qui continue d'alimenter les tensions communautaires et l'insécurité dans la région. J'ai également reçu des informations préoccupantes concernant l'évolution de certains groupes d'autodéfense qui se seraient progressivement désolidarisés des autorités gouvernementales et qui seraient actuellement impliqués dans l'enlèvement et la détention des responsables administratifs et d'officiels locaux de l'État centrafricain. Une telle situation, vous en convenez avec moi, constitue une menace sérieuse pour l'autorité de l'État, la protection des populations civiles et les efforts de stabilisation. Je leur rappelle leur responsabilité d'assurer le respect de la dignité de ces personnes et les invite à les libérer au plus vite. Parallèlement, les allégations de violation des droits de l'homme ont été signalées lors d'opérations de sécurité menées par les forces nationales et du personnel militaire associé, visant des groupes et des individus soupçonnés de liens avec les groupes, y compris des allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des détentions au secret et d'autres violations graves des droits humains. J'encourage d'abord les autorités et les institutions nationales compétentes à assurer le suivi. Mesdames, Messieurs, je souhaite rappeler que la lutte contre l'impunité doit s'appliquer à tous les acteurs, à tous les auteurs de violations de droits de l'homme, sans exception. Les violations commises par les groupes armés doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites effectives. Mais il est tout aussi essentiel que ces allégations visent les forces de défense et de sécurité centrafricaines ainsi que le personnel militaire associé, fassent également l'objet d'investigations indépendantes, impartiales et transparentes. J'ai reçu au cours de cette mission des allégations préoccupantes relatives à des arrestations arbitraires et de mauvais traitements, des pillages ainsi qu'à des atteintes aux droits civils au cours de certaines opérations militaires et sécuritaires. Toutes les opérations de sécurité doivent être conduites dans le strict respect du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La protection des civils doit rester au centre de toutes les réponses sécuritaires. À cet égard, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en matière de droits humains, de protection civile et de prévention des violences demeure une priorité importante de l'assistance technique internationale en appui aux autorités centrafricaines. Mesdames et Messieurs, je souhaite également souligner l'importance de renforcer l'état de droit, l'indépendance de la justice et les capacités des institutions judiciaires nationales. Les victimes ont droit à la vérité, à la justice et à des réparations effectives. La mise en œuvre du processus de désarmement, de démobilisation, réintégration et rapatriement doit également être accélérée de manière transparente et inclusive. Ce processus ne pourra produire des résultats durables sans perspective réelle de réintégration socio-économique et sans restauration effective de l'autorité d'État sur l'ensemble du territoire. Je demeure également préoccupé par les défis persistants liés à l'espace civique. Les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les organisations de la société civile, vous le savez, jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la paix, la transparence et la prévention des violences des droits de l'homme. Ils doivent pouvoir exercer leur activité librement et en toute sécurité. Aussi, j'espère que le projet de loi sur la protection et la promotion des défenseurs des droits de l'homme, adopté par acclamation par le Parlement le 27 décembre 2024, pourra être enfin promulgué. J'encourage également la poursuite du dialogue entre les autorités et les autorités politiques, les médias et les organisations de la société civile, afin de préserver un environnement favorable à la participation citoyenne, à la liberté d'expression et au débat démocratique.
Je reste particulièrement préoccupé également par la situation des femmes, des enfants et des populations déplacées, qui continuent de subir des violations graves, notamment des violences sexuelles liées au conflit, en particulier dans la région de la Yadé, ainsi que des déplacements forcés. La situation humanitaire reste extrêmement préoccupante. Le rétrécissement de l'assistance humanitaire, des déplacements de population, l'insécurité persistante et les difficultés liées d'accès aux services sociaux de base continuent d'affecter gravement les populations civiles, notamment les femmes et les enfants, et exacerbent leur vulnérabilité. J'encourage les autorités nationales ainsi que les partenaires internationaux à veiller à ce que toute transition progressive d'une approche principalement humanitaire vers une approche davantage orientée vers le développement tienne pleinement compte de la fragilité persistante de ces communautés affectées par les conflits et les déplacements. La consolidation des acquis humanitaires et le renforcement de la résilience des populations doivent demeurer une priorité. À cet égard, l'assistance technique et la coopération internationale demeurent essentielles pour accompagner les efforts nationaux en faveur du renforcement de la gouvernance, de la justice, de la cohésion sociale et du développement durable. Mesdames et messieurs, malgré tous ces défis persistants, j'ai également constaté au cours de cette mission une volonté réelle de nombreux acteurs nationaux de faire progresser le dialogue, la stabilité et la réconciliation. Cette dynamique doit être préservée et renforcée. La République centrafricaine se trouve à une étape importante de son processus de consolidation de la paix. Les avancées enregistrées doivent maintenant s'accompagner d'efforts résolus pour renforcer les institutions démocratiques, garantir la redevabilité, protéger les droits de l'homme et restaurer durablement la confiance des populations. Je réaffirme enfin ma disponibilité dans le cadre de mon mandat à poursuivre un dialogue constructif avec les autorités centrafricaines et l'ensemble des partenaires concernés afin d'appuyer les efforts nationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Je poursuivrai encore mon engagement avec l'ensemble des parties prenantes et je présenterai mes conclusions et recommandations détaillées dans mon prochain rapport au Conseil des droits de l'homme et je vous remercie.